C'est un sport, à mon avis, qui est un sport d'adresse, qui est un sport d'habileté, de souplesse, d'intuition. C'est pas un sport de contact, le football. Si on veut pas de contact, on va jouer aux osselets, on va jouer à la pétanque, mais on joue pas au football. C'est 11 mecs contre 11 mecs et ça devient aussi une question de centimètres, tu vois. C'est la beauté de ce sport, du football en particulier. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Gilbert Brébois. Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit comme tous les soirs en direct bien sûr sur RMC, sur BFM Sport, sur rmcsport.fr. Nous sommes partout, 2 heures d'after, 2 heures de bonheur ensemble dans l'after, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas avec Jérôme Bretagne qui est là. Jérôme, bonsoir. Bonsoir à tous. L'homme qui apportera le bonheur dont tu parlais, n'est-ce pas? C'est toi le bonheur dans cette émission. Non, c'est toi, Daniel Riolo, bonsoir. Salut les amis. Tiens messieurs, avant d'accueillir notre invité, je vous signale que Touafilou Maolida était tout à l'heure avec nous à 20h. Ah oui. Il estime qu'il n'y a pas assez de Marseillais dans l'after, donc il vient mercredi prochain. Voilà. Tu lui as reparlé des bandelettes qui... Il a dit, j'avais promis une bandelette à l'after, c'est vrai que j'ai pas marqué, mais bon... c'est des bandelettes qu'il en a ses promis. promesses. Il sera là mercredi à 22h et il a dit qu'il était très content de participer à une émission avec la meilleure patte gauche du football français. Très bien. Vous pourrez reparler de la finale de 2006 Au MPSG. Entre autres, il a marqué beaucoup de buts à Bastia. Je lui ai fait marquer beaucoup de buts. Par contre, il en a raté. Écoute, près de 200 buts dans sa carrière. Je finis meilleur passeur du championnat, mais avec lui, j'aurais pu battre tous les records. Mais bon. Messieurs, nous avons un invité ce soir. Alors là, attention. Qui était déjà en train d'analyser Jérôme Bretagne et ses mots. En train de se dire, c'est vrai, mentalement, comment il fait cet homme-là? Qu'est-ce qu'il fait? Christophe Bourgois-Costantini. Christophe, bonsoir. Enchanté. Bourgois-Costantini. Oui, merci. Autant pour moi. Non, mais depuis mon enfance, c'est comme ça. Donc, bon, n'inquiétez pas. Eh oui, il n'y a pas de E après le G, et moi aussi, je ne le vois que maintenant. Ça, c'est voilà. Donc, Christophe Bourgois-Costantini. Pourquoi? Parce que, Christophe, vous sortez un bouquin qui s'appelle « Vous êtes 10 fois plus intelligent que vous ne l'imaginez » chez First. Et ça, c'est absolument génial. Vous êtes vachement optimiste. Hein. On va enfin savoir, messieurs, si les footballeurs sont vraiment tous des bêtas, grâce à Christophe. Ça, Jérôme, ça quand même, c'est un. Mais ça, Daniel, il faut donner. J'espère qu'il l'a lu 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, parce que hier, tu sais, il m'a balancé quelques fois. Ouais, je vais te parler en foot. Est-ce que tu comprends pas? Donc je vais te en langage foot. Parce que tu faisais exprès de pas comprendre. Le langage. Parce que tu faisais exprès de pas comprendre et de pas entendre les nuances. Donc voilà. Donc c'était très énervant. On va parler foot avec Christophe parce que bon, il n'y a pas que du foot. Il y a aussi du tennis. Il y a plein de cas pratiques dans le livre. Donc c'est très intéressant d'aborder ces questions-là. On parle souvent, nous, de QI football dans l'after. Donc, y a-t-il un QI football? Comment ça fonctionne? Bref, tous ces sujets-là, on va pouvoir les aborder ensemble. Est-ce que ça se travaille, surtout? Et puis, on aura nos avis tranchés du soir, bien sûr. Jérôme veut parler du Capitana des Bleus. Ça tombe bien. Christophe a une idée sur la question également. Daniel, toi, tu veux parler de la tactique de Didier Deschamps. D'ailleurs, en ça, il rejoint, sans le savoir probablement, mais je lui annonce à l'avance, il rejoint Roland Courbis. Sur le fait que le gardien de but capitaine, c'est pas forcément une bonne idée. On verra ce qu'en pense Jérôme dans quelques instants. Et puis les rendez-vous habituels de l'after, peut-être l'inverse. À 23h, le foot international avec l'Allemagne et l'Amérique du Sud au programme. On aura avec nous Jonathan Macardy et David Lorto. After Story, on est à moins de 100 jours du mondial et vous allez voir ce soir que la Russie est l'équipe de la loose totale des Coupes du Monde. C'est-à-dire que ce soit Russie ou URSS, ils n'ont jamais rien fait, les pauvres. Qu'est-ce qui va se passer cette année? Et puis le quiz à 23h40 avec à gagner des bouquins, des t-shirts de l'after comme d'habitude. Et puis il y a du hand. Et oui, il y a un petit match de hand ce soir entre le PSG et Nîmes, un match de première division. Antoine Arlot est sur place. Antoine. Et il reste 10 minutes à jouer dans cette rencontre et le Paris Saint-Germain qui mène 26-22 face à Nîmes, temps mort à l'instant demandé justement par le coach nîmois. Il reste 10 minutes. Alors, Christophe, avant le premier avis du soir, oui. Je sais que vous avez également un avis assez tranché sur le coaching à la française. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, quand on utilise le terme de coach en France, on dit n'importe quoi, si je puis me permettre. Je reste bienveillant, parce qu'un coach, ça doit être bienveillant, mais quand j'entends il a coaché machin parce qu'il a sorti la 20e minute, etc., c'est pas ça des coachs. Être un coach, en fait, c'est quelqu'un qui n'apporte... c'est pas du mentoring. On dit pas tel joueur fait ci, fait ça.
Si vous le faites, c'est que vous faites du mentoring. Et le problème du mentoring, c'est qu'en règle générale, en France, qu'est-ce que vous appelez mentoring ? Mentoring, c'est je suis dans la posture, fais ci, fais ça. Fais ci, fais ça. Voilà. Donc c'est une posture, ce qu'on appelle haute. Le seul problème, c'est que quand vous prenez un joueur qui devient entraîneur, qui par exemple a réussi, je dis n'importe quoi, parce qu'il s'est entraîné en courant beaucoup, il va dire à son joueur, cours beaucoup. On retrouve ça dans tous les sports, dans le tennis, etc. Il va faire une reproduction, en fait. Il va faire une reproduction, il va faire ce qu'on appelle une projection. Ouais. Et donc, l'art du coaching, en fait, c'est que moins on connaît ce qu'on appelle le sujet, plus on est à même d'apporter des idées nouvelles. Donc, un coach, c'est jamais quelqu'un qui donne des ordres, qui donne des conseils, et je suis très étonné. Pourquoi ? Parce que dans le monde de l'entreprise, il y a donc beaucoup de coachs qui existent. Moi, je travaille, par exemple, je collabore avec donc des grandes sociétés, des gens politiques et donc des sportifs, mais c'est dans un cadre assez précis où, encore une fois, on est dans cette logique, qu'on fasse du coaching individuel, du coaching d'équipe ou du coaching d'organisation, dans cette logique de ne pas donner des conseils. Et je m'étonne que dans le football, avec l'argent qui est en jeu, dans le foot, il y ait des gens qui se disent coach. Et attendez, là où c'est que moi, en tant que coach, je suis obligé, déontologiquement, d'avoir un coach. C'est-à-dire, j'ai ce qu'on appelle un superviseur, une fois par mois, parce que tous mes coachés me renvoient. Ce sont des échanges de cerveau, ça bouge. Dans le foot, il y a les présidents. Non. C'est les superviseurs des coachs, non ? Non, ils peuvent pas, parce que justement, non, c'est pas du tout. Florence est juste un employeur. Voilà, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'à la limite, tous les coachs en mais là, France. Attendez, les coachs français de foot, là, ils vont vous dire, mais vous y connaissez quelque chose de la tactique, vous ? Mais l'idée, c'est pas de connaître. Mais c'est là qu'est le problème de notre football, c'est cette réaction que tu viens de dire. Exactement. C'est celle-là la problème. Gilbert est en fond dedans. Ce que tu viens de dire là, c'est ce que je combats depuis des années et qui explique les carences historiques de notre football. Alors, attends, c'était l'idée qu'il avait. Alors, oui, non, mais j'ai bien compris. Non, mais j'ai un bon ambassadeur. Belle entrée en matière, en l'occurrence, parce que finalement, ce que vous dites, et je suis absolument d'accord, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir été un joueur, d'avoir connu le terrain pour être un grand coach. Il y a plein d'exemples, évidemment, je cite tout le temps Mourinho, Sacchi, plein d'exemples comme ça, mais historiquement, en France, c'est quelque chose qu'on a eu du mal à comprendre. On avait, en gros, le Mourinho prof de est un sport. grand coach. Bah, c'est quand même un sacré coach, non ? C'est pas un grand coach, Mourinho ? C'est un très grand coach. Il a marqué son époque. C'est beau. Au bout de 10 ans, il a des hauts et des bas en ce moment. Après qu'il puisse se fatiguer, tout le monde peut se fatiguer. Mais n'empêche que c'est un coach extraordinaire. Un grand coach, ce sont des gens comme Phil Jackson. C'est par exemple le père Com O'Connell. C'est l'entraîneur de fond kényan. Quand Rudy Shah est à Pékin et qu'il perd alors qu'il avait fait des chronos absolument incroyables, que la médaille d'or lui était promise. Il y a le père blanc qui est là. Il l'a entraîné sans aucun chronomètre, rien qu'au son. D'accord ? Et il n'a jamais couru, le père blanc. En Soudan, on imagine que c'est un petit peu compliqué. Rudy Shah est totalement défait parce qu'il finit 6e, 7e ou 8e, je ne me rappelle plus. Il vient voir son coach et lui dit « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et le mec lui dit « Moi, je te dis rien. Tu réfléchis, la réponse est en toi. Viens me la dire et on échangera. » Et 3 mois après, Rudy Shah est venu et dit « Je me suis fait enfermer au 3e tour. » Voilà, t'as tout compris. Et après, il fait médaille d'or. Touretski, qui a entraîné Popov, pendant que tous les autres faisaient 5 heures par jour. Oui, pendant que tous les autres faisaient 5 heures par jour, il l'amenait pêcher des truites et il l'amenait en montagne pour lui expliquer comment les truites se faufilaient. Enfin, à un moment, il a quand même dû le foutre dans le bassin pour s'entraîner. Mais bien sûr, mais avec les truites. Il ne peut pas y avoir que les poissons. Non mais Daniel, on prend par exemple les truites dans le bassin. Et vas-y. Les All Blacks, ils s'entraînent 1h30 par jour. Nous, on est dans le tennis, vous le savez bien aussi. Si on fait pas 4 heures, si on n'est pas dans le quantitatif, on perd notre confiance au lieu d'aller chercher le qualitatif. C'est ça le problème du coaching en France. Et là, ça veut dire que vous voulez en arriver à quelque chose qui serait une sorte de programme individualisé en fonction de la personne. Alors, ce qui est difficile à faire dans un sport collectif, c'est pas super juste simple. Un truc quand même. Jérôme, là, ce que décrit Christophe sur le qualitatif et le quantitatif. C'est vrai que moi j'ai connu plein d'entraîneurs, c'était le quantitatif. Ouais. C'était plus on passait de temps sur le terrain, mieux c'était, et ceci, cela. Alors que forcément, pas forcément, et loin de là. Et il y a des entraîneurs où tu passais des fois qu'1 heure sur le terrain. Et même on leur reprochait. Et au PSG, par exemple, la période Laurent Fournier. Ouais. Qui arrive après Vahid Halilhodžić. C'était complètement à l'opposé. Parce qu'avec Vahid, on passait, pour de bon, on passait 4 heures sur le terrain par jour.
Tu vois, c'était entre les vidéos, les séances qui s'arrêtaient pas, et on passe avec Lolo Fournier, où on passait 45 minutes, des fois 45 minutes, 1 heure sur le terrain. Alors pas tout le temps, mais je peux te dire que comme par hasard, les résultats. Ouais, mais où est la vérité? Les résultats ont complètement évolué, ont changé. Attends, mais je vais aller au bout de l'exemple de Jérôme, Daniel, parce que Fournier, donc il applique une méthode différente, sauf que ça s'est mal terminé. C'est-à-dire que ça s'est mal terminé. Pourquoi ? Parce que les gens, et je peux parler les gens, pas forcément les acteurs, du moins les joueurs on était là, même s'il y en avait quelques-uns qui se plaignaient, mais ça c'est quelques-uns qui se plaignaient, c'est souvent ceux qui jouent moins, et forcément l'entraîneur, tu mets la cible dessus, c'est plus facile, tu vois. Les dirigeants, ils comprenaient pas forcément tout ce qui se passait, tu vois, mais on était en haut du classement, ils l'ont viré. Parce qu'ils estimaient qu'on bossait pas assez. Ou parce qu'ils ne correspondaient pas à l'image qu'ils avaient envie de renvoyer dans ce que devait être le coach au PSG. Ça veut dire que dans la doxa du foot français, il faut passer 3 heures sur le terrain par jour, avec certains types de méthodes. À cette période-là, il y avait beaucoup de vidéos. On reprochait de ne pas faire beaucoup de vidéos, de ne pas faire ceci, ce travail. Voilà. Le truc, au final, c'était peut-être une méthode. J'essaie de comprendre. Autant pour le sportif individuel, j'entends bien que le programme, on va dire à la carte, en fonction de la personnalité du mec, de ses besoins qu'on aura étudiés au préalable, que ce soit le bon chemin, très bien. Pour ce qui est d'un sport collectif, et notamment dans un sport comme le foot, avec tous les à côté à gérer qui sont autres que le rapport entre le coach et l'équipe, c'est quand même assez difficile, parce qu'effectivement il y a les exemples souvent entendus de on travaille pas assez, ou dans ce pays-là ils travaillent plus, et effectivement on s'aperçoit souvent que quand les mecs disent là en gros on est des touristes, là en gros il n'y a pas assez d'encadrement ferme, et c'est vrai que souvent ça ne marche pas, parce qu'on a le sentiment parfois que les joueurs de foot, ou en tout cas tu fais partie de cela, toi Daniel, souvent c'est pour ça que je pose la question. C'est pour ça que je pose la question. On a l'impression qu'ils ont besoin d'être tenus, et que quand ça n'est pas tenu de façon militaire, le mot est peut-être un petit peu exagéré, mais en tout cas avec une autorité, une hiérarchie claire, ça ne marche pas, ça n'avance pas. C'est ce en quoi je ne suis pas d'accord. Je finis sur ma logique du coaching en entreprise versus le sport. Je trouve que c'est pas normal que des gens comme Emery, tous ces entraîneurs français ou même étrangers ne soient pas eux-mêmes coachés, parce que toute la journée ils s'en prennent plein la gueule. Ça bouge psychologiquement, forcément. Si ça bouge en entreprise et qu'on vient chercher des coachs qui eux-mêmes se font coacher pour, entre guillemets, si je peux prendre cette image, se vider, je comprends pas que ça n'existe pas dans le foot. Et en plus ça coûte que dalle par rapport aux enjeux. Pour revenir à la question, Daniel, prenons le cas d'un mec que j'adore, que vous adorez, puisque vous avez travaillé avec lui. Prenons le cas de Fernandez. Fernandez, Tarifa, machin, sur quoi il base son succès? Il bosse, le mec. C'est un laborieux, génial, il nous met un péno extraordinaire, puis même, c'est un chic type, mais il a construit son modèle de vie sur la valeur travail. Il y a Ronaldinho qui débarque. Mais le mec, lui, il vient, j'espère, on va parler, je crois, tout à l'heure du multiculturalisme, il vient d'une toute autre planète, lui. Lui, de toute manière, c'est dans leur sang, la samba, le truc, faut qu'ils aillent danser. Moi, quand j'entends qu'on dit à Neymar, mais il va pas danser, etc. Pas tous les Brésiliens. Non, mais au contraire, va danser, Neymar. C'est comme ça que tu vas être meilleur. C'est-à-dire qu'on se dit, le Brésilien, forcément, il va faire comme les autres, 4 heures ou 5 heures. En même temps, Fernandez, il le fait pourquoi? Parce que c'est sa croyance à lui. Il a réussi comme ça. Il a réussi à la force du poignet. Il le fait. Non, je suis pas d'accord avec vous. Il le fait, pour en avoir souvent parlé avec lui en plus, il le fait à cause du regard des autres. Mais oui, mais ça veut dire qu'il il est obligé de manager comme ça, parce que sinon il va perdre les autres. Mais il peut aussi expliquer aux autres Daniel, que lui est le meilleur de l'équipe. Si les mecs veulent pas comprendre. Daniel, si je puis me permettre. Et qu'il faut qu'il fonctionne différemment pour gagner tout le monde. Mais si les mecs veulent pas comprendre. Mais tu comprends vite. Tu comprends vite les joueurs d'exception, on sait. Et Jérôme, alors encore une fois là-dessus. On parlerait du QI foot. Les joueurs sont pas fois là-dessus. Non, mais attendez. Non, mais oui. Non, attention. Il faut que le. Non, je suis pas d'accord. Si le mec n'a pas montré qu'il était hors du commun dans les matchs qui t'a fait gagner. Si on parle de Maradona à Naples, où les mecs savaient que le dimanche, il les faisait gagner, ou les mecs de la sélection d'Argentine, ok, lui, il ne le montrait pas. Parce que quand arrivait le match, plein de fois, il a failli. C'était ça le souci. Et si les mecs à qui tu expliques ne veulent pas l'entendre,
ça rajoute quand même à la difficulté. Vous pouvez pas arriver, je suis désolé, dire Neymar il va faire ce qu'il veut parce que ça va lui permettre d'être bon. D'abord, parenthèse, mais au bout d'un moment, si le mec il fait vraiment ce qu'il veut, il dort pas, il sort et tout, je pense que ses performances physiques elles vont s'en ressentir quand même. D'accord. Voilà. Petit A et petit B. Il faut que le groupe adhère complètement et ne sente pas un écart de traitement, sinon vous allez perdre les autres. Mais l'idée, vous avez raison, pardonnez-moi, vous avez raison. L'idée, c'est pas d'être manichéen, c'est pas d'empêcher ou de forcer quelqu'un à sortir. L'idée, c'est d'être dans l'accueil de ce qui se passe. Si à partir du moment où vous coachez quelqu'un comme Luis Fernandez, à l'époque, et que lui se reconnaisse par exemple qu'au fond de lui-même, cette valeur travail, etc., est effectivement quelque chose de statutaire, de mur porteur, etc., et qu'effectivement, des mecs qui font un peu la Java à côté, etc., c'est pas totalement son truc. S'il apprend à accueillir ça, au même titre que si on avait coaché Ronaldinho en lui disant, tu sais, en France, on est très cartésien, on croit en la valeur travail, faut faire 5 heures. Là, on est dans l'échange. Là, on peut co-construire quelque chose. Le problème, c'est qu'on arrive et pour montrer son autorité, on fait bam, tu sors plus. Qu'est-ce qu'il fait l'autre ? Il sort. Tant que ça marche, il y va. Non, mais ça, là, si j'appuie sur Jérôme, là, je lui fais mal, il dit rien, je vais arrêter. Aller, vas-y, c'est cool. Oui, mais là j'entends bien, mais allez, attention les gars. Après, dans le, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un truc qui est un ordre dans cette émission. J'ai une question. C'est coaché. Il y a un cadre à respecter. Alors on peut parfois sortir du cadre. Il y a un coach qui coach Gilbert. Voilà. Mais là, tu coaches avec très peu de souplesse. Ouais. Alors excuse-moi, si on a bien qui est souple ici, depuis 10 ans. La façon dont tu te défends, ça veut dire quoi ? Non, je trouve, si je puis me permettre, il est très bien là. Il est ancré. Il est ancré. Ça me permet d'enchaîner sur le premier avis du soir, celui de Jérôme, tiens. Jingle. Une fois, il a croisé Miss Univers 2 secondes, il s'est dit un truc. Je connais Jérôme, il a dû y penser au moins 10 secondes. Le problème du coach, c'est qu'il faut aussi qu'il y ait une équipe qui s'adapte autour de lui. On en revient à la difficulté de l'équipe. Jingle Roten, va-t-il partir ? Oui. Une fois, il a croisé Miss Univers 2 secondes, il s'est dit un truc. Je connais Jérôme, il a dû y penser au moins 10 secondes. Et de source sûre, il y a erreur du coach. Qu'est-ce que fait l'équipe ? Toute la nuit. L'équipe soutient. Déjà, t'as même pas écouté le jingle. C'était sur Miss Univers. Non, parce qu'il était persuadé qu'il y avait. sur Miss Univers. Parce qu'il était persuadé qu'il y avait erreur et il s'est bloqué. Alors, et tu vois, dans ma faculté d'adaptation de coach, je voulais privilégier ton avis parce qu'il est cousin de notre discussion préalable. Exactement. Tu voulais parler on est en Capitana désaccord en équipe de France. Alors vas-y, on t'écoute. Non, moi je voulais, du Capitana parce que souvent on met en avant le fait que Lloris est gardien, donc que c'est pas forcément le capitaine souhaité par l'ensemble des joueurs, l'ensemble des observateurs. Tout le monde est là à dire oui, mais bon, s'il est gardien, ça montre aussi des lacunes, qu'il n'y a pas forcément un joueur de champ qui se dégage, un vrai leader qui se dégage. Sinon, on donnerait le brassard à un joueur de champ. Moi, je suis en désaccord avec ça parce que ça me dérange pas qu'un gardien soit capitaine. J'en ai connu, moi, quand je jouais, j'ai connu des attaquants qui étaient capitaines, des milieux de terrain, des arrières gauche, des arrières droits. Voilà, ça varie. Il n'y a pas un poste vraiment clé. Certains te disent, c'est mieux d'avoir un capitaine dans l'axe du terrain parce que là, il est ouvert, il voit tout, il est proche de tout, proche de tous les joueurs pour rappeler les mecs et tout ça. Mais déjà, t'as pas besoin d'un brassard pour avoir ce rôle-là sur le terrain. Déjà, moi, des fois, j'étais pas capitaine, mais j'étais un aboyeur. J'ai toujours été un gueulard, un aboyeur. J'avais besoin d'haranguer mes coéquipiers par moment pour me sentir fort, encore plus fort. Et voilà. Et pourtant, des fois, j'étais pas capitaine. Je l'ai été quelques fois, mais voilà. Et je jouais complètement sur le côté gauche. Donc, j'étais pas dans l'axe du terrain. Et j'ai eu des gardiens qui étaient capitaines, qui savaient se faire respecter, déjà par la parole, mais par leurs actes. Et qu'un capitaine n'est pas forcément un aboyeur aussi. Il y a différentes sortes de capitaines. C'est pour ça que moi, je voulais mettre ça en avant. Parce que si on te dit l'entraîneur cherche un capitaine, comme je viens de te dire, un aboyeur. Ça arrive, il y a des coachs qui souhaitent ça sur le terrain. Le relais de l'entraîneur, l'aboyeur et tout ça, bah oui, vaut mieux avoir un mec qui joue dans le champ plutôt que dans les buts. Mais tu peux avoir des entraîneurs qui préfèrent des capitaines... T'as des capitaines emblématiques. Le cas de Buffon
à la Juve. Le cas de Lloris en équipe de France. Ça me dérange pas. Ce que je veux dire, c'est des capitaines qui sont respectés parce qu'ils ont une façon dans le vestiaire de communiquer. C'est le vrai relais avec l'entraîneur, et ça c'est le plus important. Il sait, Didier Deschamps par exemple, sur Lloris, qu'il fera pas de vague en conférence de presse la veille des matchs. On l'a entendu aujourd'hui, c'est pas de vague. C'est la mer plate. Bah oui, exactement. Mais il y a des entraîneurs, et je connais bien Didier, je sais qu'il est sur la communication, il fait très attention. Il est adepte de la langue de bois, surtout la veille des matchs. Tu vois, donc Lloris, ça le correspond bien. Et c'est pour ça qu'il le met en avant. Et après, je te dis, les joueurs leaders, tu peux en avoir sur le terrain, même sans le brassard. Et c'est ce qu'a Didier Deschamps aussi sur le terrain. Dans quelques instants, l'avis d'Olivier, suite Daniel, Olivier au 32-16. Mais donc, Christophe Bourgois-Costantini. D'accord ou pas d'accord avec Jérôme? Non, pas d'accord, mais en même temps, Jérôme a des années de football que je n'ai pas, donc respect total. Je reviens maintenant à ma posture de coach qui connaît pas très très bien le sujet et qui l'observe de loin. Moi, je regarde juste une première chose, c'est chaque fois que la France a gagné des trophées majeurs, voire même le PSG, c'était un milieu de terrain qui était capitaine. Excepté De Sailly dans la Coupe des Confédérations, mais le boulot était déjà fait. Puis en 58, bon, tout le monde a gossé, mais c'était pas vraiment un succès. Je parle vraiment où on devient champion, où le PSG devient champion d'Europe et la France gagne la Coupe du Monde et le championnat d'Europe, etc. Donc c'est un milieu de terrain. Ça, c'est ma première constatation. Après, on en fait ce qu'on en veut. En Espagne, c'est l'Espagne, l'Italie, c'est l'Italie, le Brésil, c'est le Brésil. La deuxième constatation, c'est que moi, je trouve qu'une équipe de foot, ça ressemble à une entreprise. Derrière, il y a, on va dire, les mecs qui fabriquent, les maçons, etc. Ok. Au milieu de terrain, il y a les stratèges, les comptables, les mecs un peu qui réfléchissent au développement. Et devant, on fout les commerciaux. Ils attirent toute la lumière, ils veulent le pognon, etc. Donc moi, je fais cette comparaison-là. Et je trouve que pour être le patron d'une équipe, faut justement pas aboyer. Alors, vous étiez, encore une fois, vous êtes beaucoup mieux placé que moi, mais de ce que je vois, moi, de la télé, j'ai jamais vu un Deschamps rentrer en transe. J'ai jamais vu un Zidane rentrer en transe. J'ai jamais vu un Patrick Vieira, quand il était capitaine, rentrer en transe. J'ai jamais vu un Platini rentrer en transe. C'est-à-dire, les mecs avaient une autorité naturelle. Donc, je m'étonne, moi, mais encore une fois, sans avoir été footballeur, juste avec de la distanciation, que tout au fond du terrain, on est notre capitaine, qui est très respectable, mais qui soit pas au cœur du jeu pour sentir ce qui se passe, pour sentir les énergies, pour sentir là où ça bascule. Mais parce que l'avis de Daniel là-dessus. Chacun son tour. Et ensuite Olivier au 32-16. Je suis d'accord avec vous, Christophe, mais je vous corrige juste sur un point, mais qui en fait, au final, ne contrariera pas beaucoup. Le PSG, quand il gagne la Coupe d'Europe, c'est Bernard Lama, le capitaine. Et il est gardien. Parce que Rai s'est blessé, il est sorti. Si je puis me permettre, je crois. Rai commence la finale, il se blesse et c'est lui le capitaine. Oui, ok. Bon, j'avais l'image de la coupe. Mais vous avez raison, c'est Lama qui brandit la coupe. Oui, c'est vrai. Non, d'accord. Mais peu importe, parce que de toute façon, ce que je vais dire sur Lama complétera ça. Moi, je pense qu'effectivement, le capitaine, sauf cas exceptionnel, le capitaine gardien, je vois pas de réelle réussite. Il faut que le gars ait une personnalité hors du commun. Il faut Buffon, Zoff, Lama, justement, qu'il a longtemps été, ton ami Chilavert, qui avait le profil d'être capitaine. Il faut une personnalité hors du commun pour être gardien et capitaine. Et le cas de Lloris, il est très particulier, Jérôme. T'oublies quand même juste un truc, c'est que Lloris, il est capitaine sur une sorte de concours de circonstances qui fait qu'au sortir des années de déboire des Bleus, il y avait plus de mecs pour être capitaine et qu'on est allé le voir lui. En gros, parce que il représentait l'image du joueur tranquille dans son coin qui n'allait pas faire de vagues. Mais ça peut évoluer, ça, Daniel, ça évolue pas. Donc c'est que à l'arrivée, il remplit le rôle. Ils lui ont filé. Oui, mais d'accord. Et puis en fait, on s'est pas vraiment soucié de ça, parce qu'après, il y a des équipes qui, n'en ont pas toujours besoin d'un grand capitaine. Encore que, il y a rarement des équipes qui ont gagné des grands trophées sans avoir un mec emblématique, avec du poids sur le groupe. Que je sache, l'équipe de France avec Lloris n'a pas gagné une grosse compétition. Du poids, Daniel. Après, il y a différents poids. Non, moi je cherche des exemples. Il doit forcément, là ça me vient pas, mais il doit y avoir des contre-exemples. J'imagine peut-être, mais des équipes qui ont gagné des grandes compétitions avec des mecs anonymes, des kidam qui avaient le brassard, j'en vois pas. Lloris, sauf son respect, c'est un type respectable, admirable et tout, mais il a un profil kidam. Et je pense que c'est un manque pour les Bleus.
Après, il y a des exemples, on l'a dit, mais si le mec est hors du commun, tu vois là, on cite tu vois, des gardiens, Schmeichel, des mecs comme ça. Nous avons des obligations commerciales, cher ami. D'accord. Donc le débat va continuer. Ah d'accord, bon, alors vas-y, lance la pub. C'est dur, hein, Christophe. Lance la pub. Mais non, mais toi, tu es capable de repartir sur notre avis. J'ai pas dit la moitié. Il y a Olivier qui veut s'exprimer. Et puis, je suis désolé, Daniel, pour avoir repris le... Pas du tout, rien. Au contraire. Allez, à tout de suite dans l'after avec Christophe Bourgois-Constantini. Vous êtes 10 fois plus intelligent que vous ne l'imaginez. C'est le titre du bouquin de Christophe. On se retrouve dans l'after, bien sûr. Il y aura aussi toute l'actu du jour, évidemment, d'ici minuit.